ironie de l'histoire, évidemment, Fukushima, après Hiroshima et Nagasaki. Est-ce que cette césure-là est en train de changer, j'imagine? Enfin, on lit que le Japon est en train de sortir du nucléaire. Est-ce que c'est vrai? Et dans quelle mesure? La situation est très confuse. Quand on suit ça de près, on se rend compte qu'il y a eu effectivement une réaction, d'ailleurs du ministre Naoto Kan lui-même au début, tout à fait en faveur d'une sortie du nucléaire, ça c'est clair, hein, qu'on arrête. Naoto Kan a perdu son poste de Premier ministre et il a été remplacé par un pro-nucléaire. Donc c'est déjà très indicatif de la puissance du lobby, qui a pu tout de suite changer le personnel dirigeant pour placer un de ces hommes, ou un homme qui adhérait à ses idées et à ses objectifs au gouvernement. Alors, ce qui s'est passé au Japon est de deux ordres. D'abord, on a arrêté toutes les centrales qui avaient été endommagées, ce qui est logique. Et toutes celles qui pouvaient subir une grosse réplique, donc, en gros la côte Est. Juste une chose, parce qu'on a 58 centrales en France, combien il y en a au Japon? Pour eux, c'est pareil. Mais eux, elles produisent en proportion moins, parce que c'est un pays qui produit beaucoup plus d'électricité que la France. Donc ils ont à peu près 55 réacteurs. C'est énorme. Ah oui, c'est considérable. Tous en bord de mer, évidemment. Hein, il n'y a pas de grand fleuve au Japon. Tous en bord de mer. Donc exposés évidemment au séisme et comme on l'a vu à Fukushima, au tsunami. Donc les réacteurs touchés sont arrêtés? Alors tous les réacteurs touchés sont arrêtés. Les réacteurs qui sont susceptibles de subir des répliques de ce grand séisme qui, on pense, va avoir des équivalents dans une période proche, ceux-là aussi ont été arrêtés. Et il se trouvait que, par ailleurs, il y a eu une demande de révision de la capacité des autres réacteurs, des autres centrales, à résister à des événements équivalents, ce qu'on appelle en France les stress tests ou en Europe les stress tests. Donc on a déjà arrêté toutes les centrales, le temps, enfin, soit pour les mettre en révision, parce qu'il y en avait qui venaient à devoir changer le combustible, faire toute cette période de révision, et on en profite pour faire un certain nombre de tests, un certain nombre de vérifications, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Fukushima, contrairement à ce que certains ont cru, le tremblement de terre avait commencé à détruire, à faire qu'un réacteur, au moins le premier, le Fukushima numéro 1, a eu des fuites de radioactivité avant qu'il y ait eu les problèmes de refroidissement liés aux pertes de tous les équipements par le tsunami. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, les barres de contrôle sont remontées comme il fallait. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de problème. Sans ça, les réacteurs auraient évidemment tout de suite fondus. Mais les indications des relevés des mesures de radioactivité sur le site montrent une augmentation de la radioactivité avant l'arrivée du tsunami venant du réacteur numéro 1. Donc il a dû avoir ces tuyaux qui ont été... alors ça s'est agité comme ça, hein, et comme ils étaient vieux, ils avaient plus de 40 ans, il y a dû avoir des fissures qui se sont immédiatement formées et la radioactivité qui est sortie. Voilà ce qui a dû arriver. Donc, compte tenu de toutes ces informations, au Japon, ils ont commencé à prendre des précautions, à arrêter les centrales, les vérifier et tout. Mais actuellement, vous avez une demande de remise en service pour au moins 2 réacteurs, centrales de Oi, qui ne se trouvent pas très loin de Tokyo. Il y a un conflit qui est compliqué, parce que vous avez évidemment la population qui ne veut pas, mais vous avez les maires des communes ou de la préfecture, enfin les responsables de la préfecture où sont implantés les 2 réacteurs qui voudraient bien qu'ils se mettent en marche parce qu'il y a l'argent qui vient quand les centrales tournent. Vous avez l'été qui approche, c'est lié maintenant, ça y est, avec la saison humide et chaude, qui demande beaucoup parce qu'on a pris l'habitude maintenant évidemment, de conditionnement d'air, et ça consomme énormément d'électricité. L'an dernier, ils ont non pas complètement coupé la climatisation des immeubles, mais ils l'ont sérieusement réduite. Et les hommes étaient enfin autorisés à venir travailler sans veste et sans cravate. Parce que sinon, non, on allait toujours travailler en veste et en cravate. Ouais, forcément, puisqu'il faisait frais dans les bureaux, c'était tolérable. Et c'était devenu une norme sociale. Donc actuellement, la situation est complexe, et aux dernières nouvelles, j'ai encore eu un email ce matin, il semblerait que pour ces 2 centrales-là, le rapport de force soit en faveur de son redémarrage, de leur redémarrage. Ouais, ouais.
Alors ça va peut-être pas se faire tout de suite parce qu'il reste des vérifications à faire, mais les services de sûreté japonais sont intervenus pour dire que de leur point de vue, on pouvait les remettre en route. Donc maintenant, on a quitté, disons, l'aspect technique, hein, puisqu'ils ont donné le feu vert, et on est dans une situation où c'est le rapport de force, hein, entre certains élus locaux qui ne veulent pas qu'on la mette en route, d'autres qui veulent parce qu'ils ont besoin d'argent, ils avaient sans doute des emprunts à rembourser ou je ne sais quoi encore, hein, et puis les populations qui demandent que surtout pas. Ouais. Donc, ce qui veut dire que finalement, avec leur dizaine de centrales, ils sont repartis sur une nouvelle génération de nucléaire, selon vous ou... Les Japonais ? Oui. Ah non, pour l'instant, de toute façon, ils n'en construiront pas d'autres, à mon avis. Oui, c'est ça, d'accord. Je ne pense pas. Mais ils sont dans une situation difficile parce qu'ils n'avaient rien mis en place. Il n'y avait, disons, aucun programme envisageant de sortir du nucléaire. Un peu comme la France aujourd'hui, non ? Exactement. Ils avaient même finalement moins d'énergie renouvelable qu'en France. Moins de programmes d'énergie renouvelable qu'en France. Oui. Le Japon avait surtout fait un énorme effort d'économie d'énergie, c'est-à-dire d'efficacité énergétique. Ils ont été les premiers, avant même le choc pétrolier. C'était la seule économie dont le PNB augmentait plus vite que la consommation d'énergie dans le monde. Maintenant, c'est devenu un peu une norme. Les pays avancés ont un PIB qui augmente plus vite que la consommation d'énergie. Surtout en Chine, par exemple, ce que les gens ne savent pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont une très grande performance, mais cette performance s'améliore qualitativement, sensiblement d'année en année. Donc ils avaient ça. Mais ils avaient misé beaucoup sur le nucléaire pour l'électricité. Et donc ils n'avaient pratiquement pas d'éoliennes, alors que près de Fukushima, il y a des éoliennes au bord de la côte. Elles ont continué à fonctionner même après le séisme. Elles n'ont pas été renversées par le séisme, ni le tsunami. Ça ne les a pas abîmées. Mais les centrales à charbon de bord de côte, elles, ont été entièrement dévastées. Il a fallu les réparer avant de les remettre en route. Donc vous aviez momentanément, non seulement les centrales nucléaires, mais toutes les centrales à charbon qui avaient pris le tsunami. Et il y en a beaucoup le long de la côte. Donc les Japonais se trouvaient vraiment dans une situation très difficile. Et ils ont fait du photovoltaïque, c'est vrai, mais à des doses qui ne sont pas aussi élevées que celles des Allemands, par exemple, ou des Espagnols. Donc c'est ça qui fait qu'au Japon, ils ne sont absolument pas prêts à une transition énergétique. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ne préparent rien en ce moment ? Si, maintenant oui, mais c'est long. Et vers quoi ils s'orientent alors ? Oh, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont des énergies marines avec les marées, même les vagues, enfin tout ce qu'on veut. Ils ont surtout possibilités éoliennes importantes et des possibilités photovoltaïques aussi, parce qu'ils ont une industrie très performante. Donc le problème, c'est le temps de mettre ça en place. C'est très long. Mais la volonté politique est là, puisque... Il n'y a pas que la volonté politique dans ces affaires-là. Il y a la volonté des investisseurs. Bien sûr. Bon, les investisseurs font leurs calculs. Ils savent très bien que, d'abord, c'est très rentable de faire dans ces énergies renouvelables. L'année dernière, l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est 10 fois l'investissement dans le nucléaire. Et l'investissement dans le nucléaire, c'est un investissement pas de renouvellement, c'est de réparation, d'entretien. Et ça ne compense même pas les centrales qu'on arrête. On a plutôt une baisse du nombre de centrales dans le monde, indépendamment de l'arrêt des centrales japonaises, là, en l'occurrence. Bon. Donc, non, les investisseurs, eux, ils voudraient plutôt aller dans le renouvelable, parce que c'est beaucoup plus souple, ça rapporte beaucoup plus vite. On ne passe pas 15 ans à construire une centrale, une éolienne, on la monte en quelques semaines, donc ça rapporte tout de suite, les frais financiers sont plus faibles, il y a beaucoup d'avantages à faire cela. Mais c'est long, parce que c'est des unités dispersées, il faut adapter le réseau électrique à ça, ce qu'on appelle les smart grids, c'est les réseaux intelligents, qui est la clé de voûte, par exemple, du programme d'Obama pour les énergies renouvelables. Le réseau, c'est la prérogative de l'État ou des États. Donc le gouvernement américain, très intelligemment, a dit, nous, on va développer les smart grids, puis vous, industriels, vous, financiers, vous investissez dans les moyens de production. Un peu comme ce qui s'est passé avec Internet. Oui, tout à fait. Et en Allemagne, c'est actuellement le schéma.
Les Allemands, depuis 10 ans, voulaient sortir du nucléaire. Avec Fukushima, la décision est devenue vraiment irrévocable, alors qu'avant, elle était un peu quand même en balance. Et le programme allemand de centrales éoliennes, qui était très développé, doit passer à un stade supérieur, c'est-à-dire les éoliennes offshore en mer du Nord ou dans la Baltique. Ce qui fait des champs qui sont loin des sources de consommation. Et donc il faut adapter le réseau électrique pour ça. Et en plus, une énergie qui est fluctuante. Voilà. Donc ça pose des problèmes d'équilibre du réseau qui sont complexes, mais tout à fait gérables, puisque les Danois ou les Espagnols s'en sortent très très bien avec des proportions d'énergie électrique éolienne qui vont entre 30 et 50%, suivant la force du vent. Donc c'est considérable. Même en Espagne récemment, je crois qu'ils sont allés jusqu'à 75% d'éolien, ou un chiffre comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il se trouvait qu'il y avait beaucoup de vent, et comme ils ont beaucoup d'éoliennes, ils ont satisfait les besoins pratiquement intégralement avec leurs éoliennes.